Bonjour, nous nous retrouvons sur le plateau Village Semences avec, pour les éditions France Agricole, avec Marie-Laure de Châtre, à ma gauche, et qui est directrice éditoriale des éditions France Agricole, et en visio, Jean-François Auquette, président de l'association de zootechnie. Je ne vous voyais pas, j'étais inquiète. Et directeur Bonjour, de je suis bien là. INRAE. Merci à vous d'être là, Jean-François. Alors, nous allons parler de votre livre, L'élevage pour l'agroécologie et une alimentation durable. Et je vais poser une première question à Marie-Laure. Pourquoi ce livre ? En fait, il m'a paru fondamental de publier un ouvrage sur l'élevage, l'agroécologie et l'alimentation durable pour deux raisons. Au moins deux raisons. La première, c'est qu'il faut répondre aux questions légitimes des citoyens en matière de bien-être animal et même d'abattage. Il y a des questions légitimes qui se posent et il faut répondre comme cela. Ensuite, parce que l'élevage est un des 4 piliers de l'agroécologie, avec la couverture végétale du sol, le non-travail et l'agroforesterie. Et opérer une transition vers des agricultures de régénération sans élevage, c'est possible, mais c'est beaucoup plus long. Or, du temps, on n'en a pas. On est vraiment dans une urgence climatique. Donc, il faut faire des choix pragmatiques et pour régénérer les sols et la planète. Donc, c'est pour ça que ce livre était fondamental pour moi. Et au départ, je voulais même que le livre s'appelle « Pourquoi ce serait très con de supprimer l'élevage ?» Étonnamment, les auteurs n'ont pas accepté. Ils ont refusé parce que leur objectif était évidemment de dépassionner le débat. Et en réalité, je suis bien d'accord avec eux, il faut dépassionner ce débat. Alors, merci. Jean-François Auquette, vous êtes 23 auteurs à avoir collaboré pour cet ouvrage. Pourquoi autant de monde pour parler d'agroécologie et d'élevage ? Nous avions besoin de 23 auteurs pour défendre une position commune ou une vision commune de l'élevage. Dans ces 23 auteurs, il y a des médecins, il y a des sociologues, des agronomes, des ingénieurs agronomes, des vétérinaires, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et chacun dans sa spécialité a essayé d'apporter sa pierre, sa contribution pour bâtir une vision commune de l'élevage de demain et en même temps de répondre aux critiques actuelles, bien légitimes, de nos concitoyens sur l'élevage. Donc chaque auteur a sa spécificité dans son expertise, dans son champ d'investigation, mais en même temps, l'ensemble des auteurs partagent la même vision prospective de l'élevage. Et justement, cette vision, quelle est-elle ? Que défendez-vous tous ensemble ? Donc, cette vision de l'élevage repose sur les principes de l'agroécologie, c'est-à-dire réduire la pression sur l'environnement, protéger les ressources naturelles et essayer de contrôler les biosystèmes, s'appuyer sur les écosystèmes, contrôler le recyclage de la matière organique entre les couverts végétaux, les animaux et le sol pour entraîner un cercle vertueux qui permette de produire en quantité suffisante et de produire bien, c'est-à-dire des produits laitiers et des produits carnés de bonne qualité sanitaire et nutritionnelle. Et en quoi cette vision répond-elle aux attentes sociétales qu'évoquait tout à l'heure Marie-Laure ? Nous avons essayé de répondre aux attentes sociétales sur 2 points. Tout d'abord, répondre aux critiques de la société ou de certains de nos concitoyens concernant l'élevage. Ce sont bien sûr des critiques légitimes, mais qui sont parfois simplistes, caricaturales, et les raisonnements qui sous-tendent ces critiques sont parfois erronés. Donc il était important de rétablir la vérité sur ces points-là. Et en même temps, il était important d'apporter une vision prospective de l'élevage, basée justement sur les principes de l'agroécologie, avec 4 grandes pistes d'amélioration, qui sont d'une part d'améliorer l'efficacité productive des animaux et des troupeaux, par exemple en utilisant les coproduits issus de l'agriculture et les déchets alimentaires. Il s'agit aussi de substituer des intrants à fort impact environnemental par des intrants à faible impact environnemental. Il s'agit aussi de, comme je le disais tout à l'heure,
de régénérer ce cercle vertueux de la matière organique entre les sols, les couverts végétaux et les animaux, par exemple par une bonne gestion des effluents d'élevage, puisque les effluents d'élevage peuvent enrichir le sol en matière organique, contribuer ainsi à baisser le CO2 dans l'atmosphère. Le sol plus riche a moins besoin d'engrais chimiques. Il peut produire beaucoup mieux soit des cultures pour l'alimentation humaine, soit des fourrages pour l'alimentation animale. Et de nouveau, les effluents d'élevage vont enrichir le sol. Donc la troisième piste d'amélioration, c'est aussi de développer des systèmes d'élevage beaucoup plus respectueux du bien-être animal, en limitant les émotions négatives et en apportant des émotions positives pour les animaux, et aussi par une conduite préventive de façon à réduire l'utilisation des médicaments et des antibiotiques. Alors, vous avez consacré un chapitre à la viande cellulaire. Alors, j'avais une question à vous poser. Quel rôle pensez-vous que cette viande cellulaire va jouer à court et moyen terme, selon vous? Alors, c'est extrêmement difficile de prévoir l'avenir parce que les scientifiques n'ont pas de boule de cristal. Simplement, au jour d'aujourd'hui, l'intérêt nutritionnel et l'intérêt sanitaire de ce qu'on appelle à tort la viande de culture n'a pas été démontré. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune donnée publique qui permette de vérifier que ce produit possède des qualités sanitaires et des qualités nutritionnelles en adéquation avec l'alimentation humaine. Par ailleurs, l'impact environnemental de ce qu'on appelle viande de culture fait l'objet d'une controverse, car il y a extrêmement peu de publications qui ont étudié l'impact environnemental de ce nouveau produit, et les 3 publications sérieuses sur ce sujet se contredisent un petit peu elles-mêmes. Alors, on appelle cela de la viande de culture, mais en réalité, il s'agit d'un abus de langage, car avec la technologie actuelle, on ne peut fabriquer que des fibres musculaires. Des fibres musculaires, c'est un muscle imparfait, parce qu'il manque les vaisseaux sanguins, il manque les cellules de matière grasse, il manque les nerfs. Et même si on arrivait à fabriquer du muscle, le muscle, ce n'est pas de la viande, car le boucher sait très bien qu'il faut faire maturer le muscle pour obtenir de la viande. Et cette étape de maturation n'est absolument pas prise en compte dans ce processus. Donc sur le plan biologique, ce n'est pas de la viande. Merci beaucoup Jean-François Auquette, et je rappelle votre livre « L'élevage pour l'agroécologie et une alimentation durable ». Merci beaucoup. Merci beaucoup.